Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Salon du Livre. Aujourd'hui, si vous publiez un livre, il est capital d'intégrer les collaborations avec les blogueurs littéraires dans sa stratégie marketing. Cela est devenu incontournable. Les blogueurs sont des influenceurs, ils sont un élément clé du livre et sont ceux qui ont les communautés de lecteurs les plus engagées et les plus dynamiques. Les membres de ces communautés leur sont fidèles et suivent leurs recommandations. Les blogueurs ont donc la possibilité de booster les ventes de livres grâce à leurs recommandations. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Lareus Gangweus. Il est blogueur depuis 14 ans déjà. Bonjour Lareus. Bonjour Assel. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Déjà, je te remercie pour l'opportunité de pouvoir échanger. C'est toujours un plaisir d'échanger. Je suis ton- tes espaces de communication autour de la littérature depuis leur début. Je suis le blog Salon du Livre depuis aussi son début. Merci. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir échanger avec un acteur important, une actrice importante du livre. Comme je disais dans mon introduction, tu es quelqu'un avec beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a ouvert le chemin, quelqu'un qui a montré comment on pouvait faire les choses sur le net, dans tout ce qui est blog littéraire, chronique littéraire. Alors, ça fait 14 ans que tu es dans le métier. 14 ans, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Comment tu as démarré dans cet espace de littérature africaine? Je pense pas avoir été celui qui a été un précurseur. Je pense que ceux qui ont lancé l'affaire, Mhm. ce sont les écrivains d'abord eux-mêmes. Les écrivains ont commencé avec Alain Mabankou et Kany Alem à, à proposer des espaces Mhm. de communication interactifs. Alain Mabankou avait créé en 2004-2005, il avait créé ce qu'on Mhm. appelle le crédit à voyager. C'est un blog très influent où vraiment toute la communauté s'est retrouvée. C'était un blog où sur certains articles, tu pouvais avoir jusqu'à 400 réactions. C'était vraiment extrêmement interactif. Kany Alem a un blog qui existe toujours, Inchalem, qui existe depuis 2005 aussi. Donc c'est un peu ça le contexte. Ce sont plutôt ces personnes-là qui m'ont donné envie de prendre Mhm. la parole, cette fois en tant que lecteur. Et il faut savoir, Lama Bankou, quand il a créé le crédit à voyager, il avait fait une expérience en 2004 sur ce qu'on appelait le club IFN Babela de Grace Balache. Je pense que si je dois rendre hommage à quelqu'un, c'est à Carmen Babela, qui avait créé un forum à l'époque où des lecteurs se retrouvaient pour échanger. Et Mabankou, qui était à l'époque au Michigan, qui devait se sentir un petit peu seul, avait trouvé cet espace-là pour pouvoir échanger avec des lecteurs. Et je pense que ça lui a donné pas mal d'idées quand le 2.0 nous a permis de basculer du forum au blog. Et donc, comme tu l'as souligné, tu l'as fait en tant que lecteur parce que Mabankou et Kany Alem, ils le faisaient déjà en tant qu'auteur. C'est différent quand même de le faire en tant que lecteur. Donc, tu as décidé de te lancer. Tu as commencé par quoi déjà? Est-ce que tu te souviens de ton premier livre, de ta première note de lecture? Le premier livre chroniqué, c'est Globalia de Jean-Christophe Ruffin. Alors, j'avais commencé d'abord sur un espace que Microsoft avait créé. C'était ce qu'on appelait les Mhm. Windows Live, je crois, ou Windows. J'ai oublié le truc, donc j'ai commencé à proposer mes premières notes de lecture dessus. Et assez rapidement, je suis basculé chez Blogger. Et donc, le premier article que j'ai publié chez Blogger, alors Blogger, c'est la plateforme de blog de Google, c'est Globalia
de Jean-Christophe Rufin, une sorte de texte, ce qu'on appelle les textes anticipation. Pas très réussi, mais bon, c'était Jean-Christophe Rufin et j'avais envie de savoir un peu ce que valait son Mmh. écriture. Mais il faut dire que toi, tu n'es pas à la base, quelqu'un qui écrit, qui n'est pas dans le domaine du livre, hein. Tu as une autre activité professionnelle. Qu'est-ce que tu fais parallèlement à ton travail dans la littérature africaine? Quel est un peu ton parcours Alors moi, jusqu'ici? j'ai une formation scientifique. J'ai fait un DE en mécanique des matériaux. Je fais une reconversion en informatique. Donc j'aime dire que je travaille dans l'informatique, mais que je suis pas forcément un informaticien. Mais Mmh. je travaille dans l'informatique depuis 21 ans maintenant. Donc, au moment où je créais mon blog, j'étais plutôt analyste développeur sur les techno mainframe, donc tout ce qui concernait banque, assurance. Et, et entre-temps, bon, on évolue au niveau de sa carrière et ainsi de suite. Donc actuellement, je suis consultant en maîtrise d'ouvrage sur des projets banque, assurance et tout. Mmh. Là, ça, c'est on va dire, c'est l'activité qui m'occupe et qui fait que j'essaye toujours de trouver un équilibre entre mon activité professionnelle qui me prend pas mal de temps et mon activité littéraire qui est un hobby que je souhaite, depuis quelques années, je cherche à trouver un modèle économique, mais bon, c'est pas forcément simple. Oui. On reviendra d'ailleurs dessus parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien savoir par rapport au modèle économique et tout ça. Mais déjà, peut-être qu'on t'a déjà posé la question 10 000 fois, peut-être que ça va t'énerver, mais bon, je ne sais pas qui nous écoute. Peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Que signifie ton nom? Ton nom, Lareus Gangweus, ton nom avec lequel tu es actif dans le milieu littéraire. Gangweus, c'est une composition de Gangwe. Gangwe, c'est mon deuxième prénom, puisque je Mhm, m'appelle Wabonzi Reassi Gangwe. J'ai un peu ce privilège de porter des noms africains, le nom de mes grands-parents. Reassi, c'est le nom de mon grand-père, Reassi Jérôme. Et Gangwe, c'est le nom de mon grand-père maternel. En fait, l'idée, c'était de rendre hommage à mon grand-père maternel, puisque comme on me connaît sous le nom de Réassi principalement, j'avais envie de rendre hommage aussi à mon grand-père maternel, qui était un des premiers, qui était un chef coutumier sur le plateau Koukouya, au Congo-Brazzaville, et qui était très attaché à l'éducation. La plupart de ses enfants ont fait de très longues études, alors que bon, on était encore dans un contexte colonial. Et donc voilà, on a gardé un peu. Chaque fois que je le voyais, Gangoué Pierre, ben, c'était toujours Heu, bon, alors tu vas faire un doctorat? Enfin, le mec, il était complètement il était pas lettré, tu vois? Mais c'est juste pour dire aussi que, par rapport quand je lui rends hommage comme ça, c'est aussi de dire qu'il excuse d'être lettré pour comprendre l'importance d'un changement de société et qu'il faut, réussir à faire entrer, ses enfants, ses petits-enfants dans le game. C'est super important en fait, c'est mhm, essentiel. Lire le monde, ce n'est pas une affaire, d'un docteur, d'un ingénieur. Non, lire le monde, c'est à partir de son instruction, de sa connaissance de son propre monde, savoir, comment rentrer dans quelque chose qui évolue, tout en gardant des valeurs essentielles. Donc Gangoué, c'est un hommage à lui et en même temps, US, c'est us comme, Brutus et j'aime dire que j'ai une double culture. Je suis né en France, j'ai grandi en France, 15 ans au Congo, j'ai une double culture et pour moi, il n'est pas question de nier en fait, l'occidental qui est en moi puisque j'ai évolué dans une culture, occidentale. Je suis influencé par, les codes de la société occidentale et en même temps, je suis, profondément, congolais aussi ne serait-ce que par, les valeurs, que mes parents, mes grands-parents m'ont transmis et que je choisis d'entretenir. mhm.
Oui, justement, à propos de comment lire le monde, toi, tu le fais tu as un peu suivi ce que ton grand-père, t'a conseillé, tu le fais par les livres. Alors moi, je voudrais savoir quand tu veux faire une chronique, quand tu veux écrire un article, comment est-ce que tu procèdes pour faire un choix? Parce qu'il y a des milliers de livres là dehors, il y a des milliers d'auteurs. Comment tu fais? Tu est-ce que tu regardes les infos et tu te dis: «Bon, celui-là, il m'intéresse», ou alors tu fais toi-même tes propres recherches pour trouver, cette petite pépite dont tu vas parler? Disons que ça dépend des périodes. Quand j'ai commencé mon blog, l'enjeu pour moi, j'existais en 2007, ça fait 14 ans maintenant, j'existais au milieu d'une communauté de blogueurs et Mmh. moi, pour moi, l'enjeu à ce moment-là, c'était de faire vivre mes notes de lecture. Si vous allez sur mon site, à la base, il y avait ça se voit bien sur la nouvelle version, enfin, nouvelle version. Mais en fait, avant, qu'on appelle, ma baseline, c'était, lecture, cosmopolite, mais lecture cosmopolite, quelque chose de cet ordre. Donc quand j'ai commencé à écrire mes articles, je lisais un peu de tout, avec une dominance africaine quand même, mais je lisais des auteurs, français, japonais, colombiens. Ça correspondait un peu à mon trip. J'ai toujours une lecture très, très ouverte, mais j'avais besoin que la littérature africaine et les littératures afrodescendantes aient une place importante. Donc il y avait toujours un ratio de 50% autour de la littérature afro, et puis le reste. Et puis progressivement, j'ai commencé au bout de 2-3 ans, à organiser des rencontres littéraires. J'ai été intégré sur des projets avec des rencontres physiques, tournées autour d'auteurs africains ou d'auteurs afrodescendants. Et progressivement, je me suis centré sur les littératures uniquement afro, parce qu'il fallait promouvoir ces auteurs-là. J'estimais que, après avoir observé pendant 3 ans la blogosphère francophone, je me suis rendu compte que j'essayais d'intéresser des gens à des littératures qui, dans le fond, c'est pas qu'elles ne les intéressaient pas. Nous évoluons dans des univers en Afrique, des imaginaires qui ne matchent pas forcément avec le plus grand nombre des lecteurs. Donc, à partager, j'arrivais pas j'étais connu comme Mmh. celui qui parlait de littérature africaine, mais je me suis rendu compte que c'était un combat, entre guillemets, perdu d'avance. Et du coup, j'ai préféré juste me centrer sur ce que j'aime, et sur la promotion des auteurs africains qui, à l'époque, n'avaient pas beaucoup d'espace de communication, beaucoup d'articles sur le web. Et ça, c'était important pour moi de laisser des traces de mes lectures africaines sur le web, et je me suis focalisé là-dessus. Alors, comment je choisis aujourd'hui? C'est quand même très différent de l'époque. À l'époque, Oui. il y avait l'achat personnel, un truc qui se fait parfois sur un coup de cœur, sur une information et ainsi de suite. Il y avait les challenges, qui se faisaient entre blogueurs, donc il y avait la masse critique, de Babelio aussi, qui Mmh. permettait de nous ouvrir à d'autres, espaces sur Babelio, parce que c'est vraiment un espace de communication important pour les auteurs et ainsi de suite. C'est la plus grosse communauté de lecture francophone, et malheureusement, souvent, les maisons d'édition africaines ignorent cet espace où on en peu connaissance. Et puis progressivement, il y a eu le contact aussi avec les éditeurs qui proposent des lectures. Il y a des écrivains qui me demandent des auteurs, des jeunes auteurs qui me demandent de lire. Donc ça varie en fonction des périodes. Il y a des périodes où je suis centré sur mes lectures, j'ai ma pile de livres à lire. Elle est longue, elle est épaisse, elle est dense. Il y a des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis 5 ans, j'aimerais bien les lire. Et puis, ça dépend des périodes. J'ai pas d'agenda, en fait. J'ai pas Mmh. d'agenda. L'agenda, il s'impose quand je fais les émissions littéraires, comme les lectures de Congrus, où Mmh. là, je suis obligé de poser un cadre précis. Mais même sur les lectures de Gangoueus, j'ai eu à travailler sur des auteurs qui avaient publié un texte il y a 5 ans. Donc, je m'impose pas l'actualité forcément, Mmh. parce que la littérature africaine a ce privilège, si elle a un privilège, c'est de ne pas être conditionnée par le pilon.
C'est-à-dire qu'en gros, un livre africain peut traîner à la FNAC pendant 2 3 ans sans qu'on le recycle. C'est un des rares privilèges de la littérature africaine Mais, parce que mais comment tu expliques ça? C'est dû à quoi, selon toi? c'est un problème de consommation. Mhm. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand vous prenez la Fnac, bon, l'occupation d'un bac à la Fnac, et il faut que ce soit rentable. Oui. Et donc, ce qui se passe, c'est quand un livre sort, je prends un auteur, on a 700 livres qui sortent à la rentrée littéraire française, un livre qui ne fonctionne pas au bout de 2 mois, si on l'a sorti en plusieurs exemplaires, il passe au pilon. Mhm. C'est-à-dire le livre n'existe plus, c'est-à-dire on prend le livre, on le détruit. Pour la littérature africaine, en fait, comme c'est toujours des petits packs, on n'a pas beaucoup d'auteurs en dehors de Mabankou ou de Miano, Fatou Diom, c'est un cas un peu particulier, mais ce sont des auteurs qui produisent, qui vendent quand même pas mal, et donc qui peuvent être concernés par le pilon. Mais de manière générale, les auteurs afro sont sur des tirages qui sont courts, même les meilleurs d'entre eux, hein, c'est souvent des tirages à 500, 1000 exemplaires. Puis on essaye de retourner un petit peu. Le dernier qui a eu des gros tirages, en dehors des trois que j'ai cités, c'est Gauze, Armand. Mhm. qui a fait exploser les compteurs. Donc ça veut dire que quand vous avez des gros tirages comme ça, ben, quand les livres traînent, ben, ça passe. Si on n'arrive pas à les vendre, ben, on recycle. C'est l'industrie Mhm. du recyclage. Et du coup, c'est compliqué. Alors qu'un auteur qui a des petits exemplaires, qui n'a pas beaucoup d'exemplaires, mais qui est un auteur qui est... Ben voilà, il y a cette longévité de la présence du livre dans les espaces de trucs, parce qu'il faut dire aussi que dans les FNAC et ainsi de suite, ce sont des espaces extrêmement restreints qui sont consacrés à la littérature afro. Donc, Mhm. c'est une des explications. Et donc, nous, on peut parler d'un livre qui a été publié à 5 ans, mais qui va être encore disponible dans les librairies. Mhm. C'est l'une des... Puis après, comme il y a le commerce numérique, l'opportunité de trouver le livre sur des plateformes numériques, et puis maintenant de plus en plus de pouvoir avoir le livre présent en format numérique. Donc du coup, moi, ça me permet de travailler sur un livre qui a été publié il y a 10 ans, mettre 3 lecteurs autour et puis échanger autour. Mhm. Mm. Alors, tu as souligné, tu parlais de ton émission télé. Il faut dire que tu fais beaucoup de choses, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tu animes des rencontres littéraires, tu as créé l'émission littéraire Les Lectures de Gangoueus sur Sud Plateau TV. Tu es rédacteur pour des magazines, Culture Sud, La Plume francophone. Tu es responsable de la rubrique culture du think tank indépendant L'Afrique des idées, donc chroniqueur de toutes les façons. Et aussi, l'une de tes dernières activités, hein, c'est les chroniques sur la radio Mon Paris FM que tu fais les vendredis. Donc, c'est Week-end sur africain. voilà, le week-end africain, tout à fait. Ça fait beaucoup quand même. Comment tu gères ton temps? En plus de ton travail qui, je suppose, demande aussi ta disponibilité. Comment est-ce que tu jongles tout ça? Bon, je pourrais rajouter à côté de ça la gestion de la création, la gestion de comités de lecture sur certains prix littéraires. Mhm, J'ai été consultant littéraire sur des salons, sur le pavillon des lettres d'Afrique, qui était l'un des principaux espaces sur les salons du livre en France et à Bruxelles, où j'ai fait des préparations de tables rondes et ainsi de suite. mhm, Bon. Voilà, mhm, donc, non, je pense que tout ça ne se fait pas en même temps. Il y a des périodes où je faisais une action, par exemple le conseil sur les prix littéraires, par exemple. Bon, on met en place une structure et puis après on lit les livres. Mais le plus dur, en fait, c'est de prendre un week-end et puis de dire on va définir les critères.
voilà les critères sur lesquels on doit travailler. Donc, on prend une journée, on prend du temps pour poser le cadre. Et puis après, on a des outils numériques. Et ça, c'est peut-être l'avantage, c'est qu'on a des outils numériques, on les maîtrise et on les met à disposition des partenaires avec lesquels on travaille, Mmh. pouvoir ben justement connecter des lecteurs qui vont lire 15 livres pendant 3 semaines, enfin, pendant un mois, 2 mois, et donner une shortlist qui va être satisfaisante. Donc, bon, c'est de l'organisation, comme la planification des émissions, c'est de l'organisation. Mais je pense que si ce n'était pas gérable, je ne l'aurais pas fait parce que c'est pas, je vais pas mettre en péril mon activité professionnelle qui quand même me permet de payer mes factures et qui autorise mon autonomie. Donc voilà, c'est vraiment de l'organisation. Parce que là, par exemple, je reprends les lectures de Gangoueus. Le principe des lectures de Gangoueus, c'est que vous mettez 3 lecteurs autour d'une émission, d'un livre, et au niveau de la logistique, on contacte un éditeur, on dit: «Moi, je veux travailler sur tel livre». J'ai l'avantage avec les lectures de Gangoueus de ne pas avoir une contrainte extérieure. C'est-à-dire, je choisis les livres sur lesquels je veux travailler. Ça, c'est vraiment le privilège que Guy Padja, avec qui je travaille, m'a accordé. Donc, je contacte un éditeur, je lui demande: «J'ai besoin de 3 services de presse pour préparer une émission», et après je m'organise pour remettre les livres au lecteur, et puis on essaye de faire un suivi de telle sorte qu'à tel délai, les livres soient lus, les interventions soient captées, et voilà. Donc normalement, quand on prend un modèle assez souple, peu contraignant, pour ceux qui interviennent sur le projet, si ce n'est la lecture, mais c'est leur passion. Je l'ai choisi parce qu'ils sont passionnés. Je ne vais pas forcer quelqu'un qui n'aime pas lire à lire un livre parce que je sais que le résultat ne sera pas là. Mmh. Donc du coup, derrière, on se connecte avec des personnes qui partagent un peu notre truc, et puis au final, on capte les points de vue, et puis les écrivains, eux, sont au rendez-vous parce qu'ils sont, bah, c'est une émission. Les lectures de Ouais. Mangoïus, j'estime, sans modestie, parce qu'à un moment donné, il faut que j'arrête un peu avec ça, que c'est l'une des meilleures émissions littéraires francophones. Mais le problème de ce format, c'est qu'il est proposé en ligne. Il n'est pas proposé par un grand média comme France 2, ou comme une télévision africaine. Mmh. Il utilise les moyens des nouvelles communications, et c'est à nous de nous saisir du contenu. Je produis du Ouais. contenu, et après, j'estime que je peux faire du marketing sur ce contenu, mais comme je travaille, et c'est là j'achève ma réponse, c'est-à-dire, il y a une limite à laquelle je ne peux pas dépasser en termes d'organisation. C'est-à-dire, Oui. le travail de communication digitale, j'estime qu'il appartient à celui pour qui j'ai fait la promotion du produit. C'est-à-dire, j'ai créé le contenu de qualité, c'est à l'écrivain, c'est à son réseau de porter le contenu, ou c'est au réseau des écrivains de créer une communauté autour du contenu qui est valorisant, qui est bon. Mais est-ce que tu penses que c'est compris comme ça? Parce que, bah, je comprends très bien ton approche parce que je suis un peu, pas exactement, mais un peu dans la même, vision. Je te dis très franchement, hein, moi j'ai l'impression que parfois ce n'est pas compris comme ça. Bon, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des interviews, qu'elles soient écrites, ou sur le podcast, et que la personne concernée, n'en parle même pas sur ces plateformes. Donc je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que ça ne leur a pas plu, j'en sais rien puisque je demande et parfois il y a pas de retour. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que, hem, les auteurs le perçoivent ou le comprennent comme tu viens de l'expliquer? Je pense que c'est un problème, déjà, c'est un problème francophone. C'est un problème francophone parce que je vais prendre un exemple très clair. On a eu, au niveau de la scène littéraire, j'ai beaucoup collaboré avec Laure Agnès Dazois, que tu as reçue. J'ai Mmh. travaillé avec elle sur le prix, des Afriques, et elle m'a fait j'ai découvert dans les sélections, en fait, enfin, j'ai découvert par l'entremise de la scène littéraire, un écrivain soudanais qui s'appelle Abdelaziz Baraka Sakine.
Ce mec, il a tout compris au niveau de la communication digitale. Bon, déjà, c'est un écrivain influent. Mmh. C'est un écrivain qui a sa fanbase au Soudan, qui est très important. Oui. Donc, c'est-à-dire, le mec, avant qu'il existe en Europe, il existe déjà dans son pays. Mmh. Il a dû fuir son pays parce que le mec, il est impacté déjà. Ses textes sont je dis vraiment à tous vos lecteurs, si vous avez l'occasion de lire Baraka Sakin, vous prenez, c'est magnifique. Mmh. C'est un auteur engagé qui a écrit depuis son pays et qui a dû se barrer parce que c'était chaud. Mmh. Mais il a une communauté. Il a une communauté parce que vous savez, quand vous aimez un peuple, quand vous écrivez pour un peuple, quand vous aimez un peuple, à un moment donné, les gens vous le rendent. Les gens Oui. savent que vous écrivez pour eux, les gens savent que vous êtes concerné par leur situation, que vous n'avez pas de Mmh. posture, que voilà, que vous racontez pas des histoires pour d'autres, mais pour eux d'abord. Et les autres, s'ils Mmh. ont envie de se greffer à cet imaginaire, ils se greffent parce que la puissance de votre écriture les engage aussi. C'est comme ça Mmh. qu'Allah El Aswani, par exemple, en Égypte, a, a marqué le game en Égypte. Ils vendaient des centaines de milliers d'exemplaires en Égypte et les, gens, les Occidentaux ont dit, ce mec, voilà. Et quand c'est comme ça, on t'installe dans les meilleures collections européennes parce que tu es déjà sur place. Je continue avec Baraka Sakin. Ce mec, donc, il publie des textes et chaque fois, je pense que c'est l'une des personnes qui a fait la meilleure promotion vers le monde hors francophone de la scène littéraire quand la scène littéraire lui a donné un prix. Il a valorisé le prix. Il a Super. reconnu l'instance et il l'a transmis vers les réseaux de communication qui sont les siens. Et la scène littéraire a eu des articles au Soudan, à Khartoum, C'est un génial. truc de dingue. Mmh. J'ai fait une interview il y a récente de Baraka Sakin pour son deuxième roman traduit par Zuma, Les Django. Le gars partage l'article. Donc, c'est en arabe. Il parle qu'en arabe. Le gars partage l'article. L'article est vu 15 000 fois. Waouh! C'est impressionnant ça. C'est unique. 15 000 fois. Sur les réseaux sociaux, trucs Facebook, j'ai eu des articles qui ont été très lus, hein, que ce soit si vous avez tu as parlé d'Afrique des idées, des trucs comme ça. Des articles qui ont été lus 50 000 fois, hein, et ainsi de suite. Mmh. Je n'en Mais parle pas. c'est sur le temps aussi. Mais lui, il le fait et ça a tout de suite un impact, Oui, hein? tu as, tu Mmh. as raison de préciser ça, c'est sur le temps. Mmh. Là, c'est un impact immédiat. Mais le gars, il te donne de la valeur. Mmh. La Mmh. question, j'ai vu pendant des années des artistes sauter au plafond parce qu'ils ont cette ligne dans le monde du livre, la rubrique du monde, là, culturel, c'est-à-dire ça va être lu par, bon, c'est le monde, donc ça va être lu quand même par certaines personnes, mais combien vont s'arrêter pour lire le petit encart qu'on a fait pour un écrivain africain anonyme, tu vois? Mais tu prends 52 minutes, tu fais intervenir 4 lecteurs, hein, une émission Mmh. complète où tu as au moins 4 personnes qui ont lu ton Mmh. livre. Mmh. Mmh. Vous échangez pendant 52 minutes. Le réalisateur fait un montage de qualité, hein. Mmh. Moi, j'aimerais qu'on me dise, Réassi, tu travailles pas assez tes questions et ainsi de suite. Mais même si je ne les travaille pas assez, il y a une communauté de lecteurs, toutes les personnes qui Derrière. interviennent. Truc. Je publie l'article, vous ne relayez pas. C'est que vous ne valorisez pas. C'est tout. Ouais. Et Ouais. ça, c'est un problème maintenant d'identité. C'est un problème de qu'est-ce qui a de la valeur pour nous. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça représente dans nos imaginaires, le fait que ce soit un tel ou un tel qui produit quelque chose? C'est une question de fond et Mmh. le problème pour moi sur le tempo, le temps, moi j'ai fait un MBA en marketing digital pour Mmh. voir comment on pouvait travailler à la promotion des contenus. Tu vois, comment Mmh. on crée le... Mais moi, j'ai pas le talent, même de Flore Agnès qui arrive Elle est tu vois, qui extraordinaire. arrive Ouais. à engager sa communauté alors qu'elle n'a pas fait la formation que j'ai faite, tu vois. Mmh mh. Mmh. Parce qu'il faut à la fois du temps,
Vous allez me dire: «Mais est-ce qu'elle a le temps?» et ainsi de suite, truc, mais moi, je sais pas comment elle fait, tu vois? Mais elle arrive Ouais. à engager la communauté et moi, j'ai pas envie de faire, je pense que je peux pas aller il y a des limites que je peux pas dépasser. Oui, ça doit correspondre aussi à ta Ça personnalité. doit correspondre à ma personnalité et Voilà. dans les Mmh réseaux mh. sociaux, moi, j'ai fait le choix. J'ai créé des espaces de Mmh. communication sur les réseaux sociaux qui sont liés à la littérature, qui sont pas liés Mmh. à ma personne et je sais, Exact. si je dois mettre ma compagne ou si je dois mettre, même mettre ma tête sur une photo, avec un livre, j'engage plus que lorsque je mets la photo d'un écrivain avec qui j'ai fait une émission. C'est pour ça que je dis, c'est aux écrivains parfois de prendre leur tête, de dire Réassi a fait une émission avec moi et voilà le contenu. Et c'est ça qui va créer le partage. Mmh. Je ne Mmh. peux pas être le producteur de contenu et faire la communication comme si c'est mon problème à moi. Mmh. Alors, par rapport à l'émission, est-ce que tu as déjà essayé de la vendre? Parce que, bon, on ne sait jamais, hein, pour être produit, sur une chaîne, même africaine, hein, pourquoi pas? Parce qu'il y a très peu de formats comme ça sur, nos chaînes africaines. On parle très peu de littérature sur nos chaînes africaines et c'est pas parce qu'il y a pas de demande, bien au contraire. On le voit avec l'exemple d'Agnès, de la scène littéraire dont on parlait tout à l'heure. On voit l'engouement qu'il y a derrière. Donc il y a une vraie demande. Alors, moi, j'ai conçu l'émission avec Guy Padja. Guy Padja a créé une web TV culturelle qui ne fait pas que de la littérature africaine, même si là, ces derniers temps, il y a un peu moins de contenu avec la crise sanitaire et trucs. Mais Sud Plateau TV, qui est, donc c'est la chaîne en question, c'est une chaîne qui a été conçue pour produire pour développer des produits culturels. Euh, L'idée, c'est que cette chaîne devienne un média euh, qui, euh, qui partagent des contenus, des afro-descendants et ainsi de suite. Donc, moi, je ne suis pas. Moi, je suis un animateur, je choisis mes lecteurs et ainsi de suite, mais les contenus sont une production de Subplateau TV. Donc, Mmh. moi, je ne peux pas, je ne peux pas dans la stratégie de Guy Padja, l'idée, c'est de créer une communauté avec des produits culturels engageants. Mmh La mh. communauté doit venir vers. C'est pour ça même qu'on ne partage pas sur Google, pardon, on ne partage pas sur YouTube. On refuse que les contenus soient déposés sur YouTube ou construits à partir de Facebook, parce que ce ne sont pas nos espaces. Hein. YouTube, ce n'est pas notre espace. On crée du contenu pour une plateforme qui appartient à quelqu'un d'autre. Là, on veut créer notre propre. Guy Padja veut créer sa plateforme, son espace, un espace qui nous est propre. Hein. Mmh. Et la seule chose qu'on a à maîtriser, c'est l'hébergement. Mais ça, c'est à nous. On paye avec notre argent et il faut comprendre ça. C'est-à-dire que nous mettons de nos sous, indépendamment du temps, on met de nos sous. Justement, Et justement ap alors, moi, je ne peux. On a discuté de ça avec Guy. Ce sont des discussions qui sont privées. Donc, il faudra. Moi, je pense que il faudra, si tu as l'occasion, d'inviter Guy Padja, je le ferai, un je le homme, ferai qui est un homme volontiers. exceptionnel. C'est Oui. vraiment un mec exceptionnel. C'est vraiment, moi, si tu veux, si on doit parler de ce que m'a apporté la création de mon blog, c'est la rencontre avec des gens comme Flore Agnès, Ndazoa, Guy Padja. Bon, là, c'est des Camerounais, hein, mais j'ai On n'y peut rien. Marcel Nadal, mais c'est aussi des échanges avec des figures comme Mabankou, avec qui je Mmh mh. Alain Mabankou, Patrice Ganang, voilà, Mmh mh. c'est Abdoulaye Morou avec et d'autres personnes avec qui je travaille. C'est des gens qui sont passionnés et qui n'arrêtent pas de faire parce que le public en face ne saisit pas que c'est à vous de prendre après. C'est On vrai qu'il ça y a des moments où on se lève, on se dit, «Waouh, pourquoi je fais ça en fait?» mmh, C'est oui, pourquoi mais on est tellement passionné, même s'il y a des couacs, même s'il y a des moments de baisse de tension, même s'il y a, tout ce que tu sais, hein, moi je t'apprends rien, on se relève quand même et on se dit: «Il faut continuer, il faut pas lâcher». oui, parce que je pense que de manière consciente ou de manière inconsciente, on sait que tout ça est politique.
Dans le Mmh. fond, c'est un combat culturel. On sait Mmh. on sait aussi pourquoi les gens sont conditionnés à ne pas consommer des produits africains, sont conditionnés à ne pas lire la fiction africaine. On préfère citer Maupassant et compagnie que de citer, Baudelaire, voilà. Donc, Hugo. on comprend aussi cette réalité. Et puis, il y a une chose, c'est que j'ai discuté avec Guy Padja encore récemment. On est sur la relance de l'émission, on y travaille en septembre, on reprend. Euh, on est conscient que dans le fond, de toute façon, il faut laisser des traces. Si ma génération ne comprend pas, c'est pas un problème. Nous, on Mmh. va payer pour que nos espaces soient disponibles dans 20 ans. Hein, on va mettre des sous de côté pour que ces Mmh. espaces soient disponibles sur 20 ans. C'est pour ça que, vous voyez, chez Gangueus, le blog, il est toujours sur Blogueur. J'ai reçu Je l'ai devant moi là. Mmh. Et je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas changé d'hébergeur? Oui. mais la question, c'est toujours l'enjeu. Sur Blogueur, c'est gratuit en fait. C'est-à-dire, s'il Mmh. m'arrive quelque chose aujourd'hui, le truc, il est là. Alors que Mmh. si je bascule sur WordPress et ainsi de suite, il faut que je mette de l'argent de côté parce qu'il faut que je paye l'abonnement. Donc, si je ne suis pas là, il faut que les données restent disponibles. Donc, c'est pour ça que Mmh. je n'ai pas fait la migration des 800 articles sur truc. Par contre, Chronique littéraire africaine, on a créé ça sur WordPress et on va se battre pour que bon, dans 20 ans, le contenu soit là. C'est pas lu Mmh. aujourd'hui, c'est pas un problème. Il y aura Mmh. toujours un môme qui va tomber dessus et puis il va se dire ah ben tiens, il y a des conseils de lecture Mmh. voilà. En quelque sorte, vous construisez des archives, hein. C'est ça, en fait. L'idée, c'est ça. Mmh. L'idée, c'est ça, des archives numériques, des Mmh. archives. L'idée, c'est ça. Mmh. Et pour pouvoir les construire, les sauvegarder, ben, il faut prendre la stratégie la plus intéressante. Parce que moi, ce qui m'a gêné quand Alain Mabanckou a arrêté avec son blog, franchement, je pense qu'on n'a pas fait mieux que le blog d'Alain Mabanckou. Les gens oublient ça. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cet écrivain parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a Mmh. beaucoup poussé les auteurs, tu vois. Mmh. Donc, quand Mmh. j'entends les gens critiquer trucs, parfois les gens qui n'ont pas lu l'auteur, euh, ça me fait rigoler, mais en plus, moi, je le connais de manière, j'ai discuté, on a échangé souvent avec lui. Et donc, le petit truc que je lui reproche, c'est de ne pas avoir laissé son blog. Hein, ne pas avoir, il a été dilué dans un truc. Et ça, c'est une vraie archive parce que 10 ans Mmh. après, quelqu'un qui voit les échanges, il y a eu des échanges passionnants dans cet espace, et ben, c'est vraiment une base même pour pouvoir construire construire sa lecture, Mmh. comprendre les enjeux. Voilà. Donc moi, donc j'essaye de toute façon de créer des espaces qui peuvent rester. Et Guy Padja est dans la même démarche. Mmh. D'ailleurs, il m'a beaucoup reproché la petite rupture qu'on a eue sur les lectures de Gangueus au bout de 6 ans, parce que lui conçoit les choses comme un peu comme moi en fait. C'est des archives qu'on construit et peu importe que ce soit Mmh. vu aujourd'hui à 2000 vues sur une émission ou à 10 000, 15 000 vues, Mmh. on sait qu'à un moment donné, ça peut tomber dans les mains de personnes passionnées qui vont relayer, et puis voilà. Mmh. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'on pense au modèle économique. Tu l'as mentionné un peu au début de notre échange. Est-ce que tu as finalement trouvé un modèle économique? Ou alors tu restes sur la même ligne et tu te dis: «Beh, je fais ce que j'aime et puis, tout ce qui est finance et tout ça, moi je mets de côté», voilà. Bon, le problème à mon niveau, c'est que faut dire les choses. Moi, j'ai une mentalité de fonctionnaire, tu vois. Donc, C'est-à-dire? j'ai une mentalité de fonctionnaire dans le sens où
j'ai grandi dans un pays marxiste, hein. Je me donne des excuses, mais on est un peu le fruit du contexte dans lequel on a évolué. Moi, j'ai grandi dans le Congo marxiste, où l'initiative entrepreneuriale, c'est pas naturel, tu vois. C'est d'ailleurs pas Mmh. pour ça que généralement au Congo d'aujourd'hui, souvent les investisseurs sont des étrangers. Même les Africains, hein, souvent, il y a beaucoup de Camerounais qui viennent investir au Congo et ainsi de suite. Alors, je ne parle pas des Ouest-Africains et ainsi de suite, parce que en fait, on n'a pas le marxisme a cassé cette démarche-là du commerce et de l'initiative entrepreneuriale. Donc, c'est pas naturel. Quand tu es fils de fonctionnaire, moi mes parents sont des chercheurs, hein, donc c'est des gens qui ont intégré et qui ont travaillé pour leur pays. Donc c'est pas naturel de passer à l'entrepreneuriat et trucs. Et en plus, nous sommes dans un domaine où il faut, pour avoir la liberté de dire ce qu'on veut, il ne faut pas dépendre des organisations, des structures, de ceux qui font la promotion ou qui décident de ce qui est bon ou pas. Il faut avoir la posture, je cite encore Florenès Dazoir, mais c'est ma posture aussi, c'est-à-dire j'ai une indépendance économique et je fais. Euh, le problème, c'est que comme on n'a pas, on essaye de créer le lectorat, mais ça prend difficilement. Mmh. Donc, moi, je travaille sur un bookstore, par exemple. Mmh. Mais je suis conscient que quand je vais le lancer, comme il faut encore travailler sur le lectorat, il faut travailler sur le Et sur le lectorat. marketing, Hein. ouais. Non, le marketing ne suffira pas à créer le lecteur. Le OK, lecteur, c'est par les clubs de lecture, c'est par ouais. aussi le fait que les États africains, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature afro, c'est la promotion de la littérature afro, c'est comment le lecteur africain se développe déjà sur le continent, parce que on ramène le livre dans le collège, on ramène la lecture dans le collège pour peut-être susciter des lecteurs, parce que ça commence là. Donc, là, je suis lancé sur un bookstore, je travaille avec, ça prend un peu de temps, Mmh. mais je suis vraiment conscient, je suis très lucide en sachant que si j'amène pas ça vers des milieux élitistes ici qui peuvent s'intéresser ou vers le milieu de l'université et ainsi de suite, le modèle n'a pas aucune chance de tenir maintenant. Par contre, il faut continuer de créer ce lectorat pour pouvoir avoir la masse critique qui permet une consommation du livre qui soit rentable pour un libraire africain. Mmh. Donc, c'est pour ça que l'enjeu pour moi, il reste communautaire. L'enjeu, il reste, quand je pousse, je provoque les écrivains en disant diffusez les contenus, parce que plus vous diffusez le contenu, plus vous créez une communauté, et quand vous allez revenir un an après sur l'émission, vous aurez 10 000 personnes de plus au lieu de trucs. C'est comme ça qu'on construit une communauté. Bon, voilà. Donc, le modèle économique, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la critique littéraire, c'est compliqué parce que la masse n'est pas là. Donc, même sur Chronique littéraire africaine, pour l'instant, sauf si on demande, on cherche des partenaires suffisamment indépendants pour pouvoir financer les chroniques. Pour le moment, je travaille avec des personnes passionnées qui acceptent de partager leurs droits intellectuels sur le truc et les mettre à disposition d'une communauté parce que pour le moment, il faut que j'aille démarcher Mmh. des institutions, mais qui ne nous imposent rien du tout, qui comprennent Mmh. les enjeux et ainsi de suite. Il faut aller démarcher des entrepreneurs, des grandes plateformes, je sais pas, je pense à Dangote, trucs, et dire, mais voilà, nous, on est sur tel enjeu, est-ce que vous pensez pas que vous pouvez... Mais il faut avoir du temps pour ça. Moi, je peux C'est pas ça. arrêter mon activité professionnelle pour ne faire que ça, en sachant que ça reste une partie totalement aléatoire. Imprévisible, oui. Et Mmh. je sacrifie déjà pas suffisamment de mon temps pour ne pas dire que je vais sacrifier de ma sécurité personnelle parce que j'ai des traites à payer, tout Tout à simplement. fait. On a des On responsabilités, a des ouais, tout à fait. responsabilités. Donc chacun doit prendre, comme ce sont des enjeux politiques, culturels, j'espère, quand je discute avec toi, que peut-être des gens peuvent se dire
Mais on va chercher des personnes qui peuvent venir soutenir, par exemple, l'activité de la critique littéraire. Le bookstore, c'est différent. Le bookstore, ça relève de ma responsabilité. Quand il sera prêt, j'ai mis pas mal d'argent pour créer ce bookstore. Si je veux faire un truc, un bookstore numérique, le développement informatique, il faut demander à quelqu'un qui maîtrise le sujet, il faut le payer. Mmh. C'est Mmh. pas, c'est pas un site de façade. Donc, Mmh. c'est des investissements importants. Les gens, bon, comme il y a Flore Agnès qui met 30 000 euros par an, du coup, nous, là, ça fait un peu là. Mais bon, vous savez, les sistas, quand elles font, il n'y a pas de. C'est la démesure, tu vois, C'est c'est la ça. passion. Et c'est pour ça que j'aime nos sistas, tu vois, Mmh. parce que elles sont capables de faire ce sacrifice. Nous, en tant qu'hommes, quand on saute dans le vide, il faut qu'on soit sûr que le parachute va s'ouvrir, tu vois. Mmh. Donc c'est un peu ça, et c'est pour ça que je te dis que j'ai cette mentalité de fonctionnaire qui fait que je ne peux pas lâcher mon emploi actuellement pour me lancer sur un modèle économique aléatoire. Je sais que Mmh. pour le développer, il faut que je sois à 100% et je ne fasse que ça. Mmh. Mais j'estime que c'est un sacrifice que je sacrifie suffisamment de choses pour la littérature et pour la circulation pour qu'on ne m'oblige pas à faire ce choix-là. Oui, oui. En tout cas, comme tu le disais, par, ces espaces qu'on essaye de créer, on espère toujours qu'il y aura ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un qui va dire: «Mais c'est justement les personnes que je cherchais». Parce que moi, j'ai constaté aussi qu'il y a parfois des, des cercles qui ne communiquent pas entre eux. Donc chacun fait un peu sa petite chose dans son coin et on ne sait jamais, peut-être qu'en écoutant ce podcast, il y aura un gentil mécène qui va dire: «Mais Réassis, c'est l'homme de la situation. Voilà, je lui donne 100 000 euros». Ben, ça, c'est un vœu que je laisse comme ça dans l'univers, hein. Je reçois. Non, mais Il faut qu'on développe la foi aussi par rapport à ces questions-là. Je suis à oui, peine ironique hein, quand je dis ça. oui. Mais Ben et parfois, on sait pas pour moi, je dis toujours, c'est une bouteille à la mer. Il faut d'abord faire le job. Il faut faire le job et il faut, jeter la bouteille à la mer. Après, on a très peu le contrôle sur, qui va écouter, qui va, consommer ces contenus et qui va y réagir. Mais, je discutais encore il y a quelques jours avec un ami où je lui disais: «Mais si demain» il cherchait des financements, mais je lui disais: «Mais tu es pas encore prêt pour avoir des financements». Je lui dis: «Mais si demain, tu rencontres quelqu'un qui te dit: "Voilà, je veux mettre, 1 000 000 € sur ton business", est-ce que tu serais capable de lui apporter, hem, une structure déjà prête pour recevoir ces 1 million là? Parce que les gens ne donnent pas leur argent aussi pour nos beaux yeux, hein? Donc c'est pour ça que je dis que le travail qu'on fait, c'est aussi pour être prêt s'il y a, des personnes, qui ont envie d'investir et qui comprennent les enjeux politiques. Donc voilà, je lance un appel. Cher monsieur, chère madame qui nous écoute, hein, n'hésitez pas. tu sais, par exemple, là, pour chronique littéraire, comme tu dis là, être prêt. Chose chronique littéraire africaine. J'ai travaillé avec un pote, on a essayé on s'est dit, parce que pour moi, en fait, la critique littéraire ne doit pas être gratuite. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas à l'aise quand je demande aux personnes de participer à cet espace et qu'on ne peut pas les rémunérer, en fait. Parce que l'idée, pour moi, j'ai fait un bac scientifique parce que, comme tout jeune homme qui grandit au Congo, bac à la, ça nourrit pas son homme. Tu vois, donc, c'est ça, en fait. Moi, je suis un littéraire Mmh. à la base. J'ai eu mon bac, les meilleures notes que j'ai eues, c'est en français, tu vois. Donc, Mmh. c'est mon ADN, tu vois. Mais à un moment donné, c'est parce que scientifique-là qui me permet de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Mais pour moi, en fait, je le dis, et les chroniques, personnes qui participent aux chroniques littéraires, je le leur ai exprimé, tu vois. Le jour où on aura un financement, et ben voilà, l'idée c'est qu'au moins la chronique soit financée au moins à 50 € pour quelqu'un
qui est sur le continent, et ben voilà, le prix sera ça, tu vois. Et, et au moins, il se dit, ah ben on peut faire de la critique et être rémunéré. Et pas faire juste de la critique de complaisance, c'est-à-dire l'écrivain me donne son livre, me paye. C'est plus de la critique quand c'est comme ça, Non, parce que je ne suis pas exact. libre, tu vois. Et c'est Mhm. souvent ce qu'on a sur le continent. Donc c'est pour ça que j'espère pouvoir présenter. On avait le projet qui est déjà écrit, on a décrit les postes de dépenses et ainsi de suite. Voilà, c'est 50 millions d'euros pour pouvoir produire 200 critiques sur non, pour entretenir 20 critiques sur 2 ans, à raison de 2 critiques par mois. 50 millions. C'est qui est déjà très minime, hein, Ce parce qui est, que ça, c'est la fourchette basse, tu vois. ben, c'est Tu ça. vois, juste la Mhm. fourchette basse, et à ce tarif-là, tu as 50 000 euros, tu peux gérer ça avec quelqu'un qui fait l'envoi des livres et trucs, tout ça. Mhm. Tu peux gérer ça. Donc, c'est pas, je parle pas comme si les projets ne sont pas écrits et trucs, tout ça. Mais Mhm. le problème, c'est que la culture n'est pas un enjeu politique. La culture n'est pas un enjeu, il n'y a pas une stratégie, même au niveau de la diaspora. On Mhm. ne se rend pas compte que tout commence par la culture. Le combat que nous avons vécu là pendant le Black Lives Matter, là, tout ça. À un Mhm. moment donné, les gens, vous leur dites enlevez Colbert de devant l'Assemblée nationale, là, ça, c'est- mais c'est les imaginaires. Oui, absolument. C'est un combat politique. Si Oui. on ne s'assoit pas, on ne met pas les moyens pour mieux faire comprendre à nos jeunes, hein, les enjeux politiques par le biais de la fiction, parce que c'est Mhm. C'est parfois ça. ça qui fait Ouais, le ouais. travail de fond. Le travail théorique d'un essai, c'est bien, mais pour que ça diffuse, pour que ça C'est rentre, la, une prise de c'est la conscience, fiction. c'est la... Mhm. Excellent. Je n'aurais pas dit mieux parce que là, tu exprimes ce que je ressens vraiment au fond de moi. Et merci pour ton travail. Vraiment, merci pour ton travail parce que quand je vois ce que tu as bas comme boulot, c'est énorme, c'est énorme. Alors, on va bientôt terminer notre échange parce que si je continue, on peut y passer toute la journée, hein, tellement c'est intéressant. Ah oui, parce qu'il y a plein de choses à dire. Hein. Auto-édition, je sais que tu t'apprécies beaucoup sur l'auto-édition. J'ai des choses à dire là-dessus, mais bon, on n'entend pas Je dire. vais écouter, je vais écouter ton avis sur ça. Pardon, vas-y, vas-y. Je ne peux pas te lâcher si tu as envie d'en parler. Non, je sais que bon, je suis un peu. Je sais que tu travailles beaucoup et tu veux beaucoup faire la promotion de l'auto-édition. Et moi j'ai un point de vue là-dessus. J'ai beaucoup travaillé avec des auteurs qui sont auto-édités. Et bon, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut développer de vraies maisons d'édition africaines. Il faut apporter la force aux maisons d'édition africaines qui existent et leur permettre d'avoir les moyens de faire circuler les œuvres. Euh, Renforcer les maisons d'édition africaines, ça veut dire par les légitimations, comme les prix littéraires, c'est-à-dire qu'on peut juger du texte et dire ça, vous n'avez pas fait un travail d'auteur, vous n'avez pas fait, et il faut que la critique le dise et ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que l'écrivain ne peut pas être propre à la coupe. C'est pas possible. Euh, Mhm. euh, L'auto-édition, c'est ça en fait. C'est-à-dire, on t'a fermé les portes par-ci par-là, et puis entre guillemets, bon, tu Ça, te, là, on va. Là, je ne suis pas d'accord. Mais bon, vas-y. J'ai une approche totalement différente de l'auto-édition parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup suivi comment se développe l'auto-édition dans le milieu anglophone. Mhm. Mais c'est explosif de ce côté-là. Ça n'a pas cette ambiguïté ou ce sont pas des gens mis de côté parce qu'ils n'ont pas eu accès aux maisons d'édition. Non, c'est un choix. C'est un choix et qui de plus en plus devient, devient populaire parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la propriété intellectuelle et ce n'est pas intégré comme l'auteur fait lui-même le travail d'éditeur. C'est pas ça l'auto-édition. Hein. Ils ont intégré le fait que tu gardes ta propriété intellectuelle, c'est toi qui contrôles la production, l'édition et tout ça, mais tu
délègue ça aux professionnels. C'est qui est une approche complètement différente de l'auto-édition en France. On se dit que c'est parce qu'on n'a pas pu avoir accès à X ou à Y qu'on se retrouve dans l'auto-édition. Et c'est ça que j'ai envie de véhiculer. J'ai envie de véhiculer que c'est pas une alternative, ou comment je peux dire? C'est un choix qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les maisons classiques, hein. Chacun doit savoir en fonction de ce qu'il a comme vision, les valeurs qu'il défend, ses objectifs financiers aussi, hein. Mhm. Il doit vraiment étudier les 2 possibilités et faire son choix et ne pas se retrouver plus tard et dire: «Mais pourquoi j'avais, par exemple, cédé mes droits? Je ne savais pas, je» non, il faut prendre le temps d'explorer ces différentes possibilités-là et on peut même faire un mixte parce que maintenant, on peut céder une partie de ses droits. On n'est pas obligé de céder tout le paquet. Donc, c'est un peu cette manière de voir les choses que j'ai envie de promouvoir. Explorer les différentes possibilités avant de faire le choix. Voilà. Moi, je comprends ton point de vue et moi, le problème, c'est comme l'enjeu, c'est la qualité, tu vois? Mmh. L'enjeu, Mmh. c'est la qualité. Mmh. L'écrivain ne C'est le vrai travail d'édition qui pousse l'écrivain à accoucher, hein, d'une œuvre, qui soit significative. Après, Mmh. les enjeux de droit, hein, c'est-à-dire Mmh. comment on peut garder un maximum, ainsi de suite. Alors, c'est vrai que l'auto-édition peut aider, tu vois, mais Mmh. comme en amont, je ne parle pas d'essai, je parle de fiction, hein. Comme en Mmh. amont, l'idée, c'est d'avoir une œuvre qui reste, Mmh. quand l'écrivain pense à tous ces aspects-là, mon inquiétude, c'est qu'il fait pâlir la qualité de son œuvre, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un vrai sujet sur lequel bon, maintenant, je ne sais pas si quand les salons du livre vont réouvrir, peut-être qu'on pourra proposer ce type de table ronde-là sur les enjeux d'une nouvelle Ou bien auto-édition. toi et moi, on crée un symposium sur les enjeux des différentes formes ben ça, Absolument, ouais, absolument, absolument. ouais. C'est vraiment, il faut penser les choses. Mmh. Bon, après, moi, il y a d'autres alternatives, hein. Je pense à l'édition numérique aussi, et trucs, tout ça. Oui. Donc, L'audio. Mmh. l'audio et ainsi de suite. Mmh. Tout est à créer. Tout est à fonder parce que la révolution numérique nous permet d'exploser de la politique culturelle française, de la politique culturelle occidentale et ainsi de suite, qui définit Mmh. qui a le droit d'exister et qui n'a pas le droit. Bon, Mmh. on peut faire exploser ça aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je le dis en étant dans l'écosystème, tu vois. Donc voilà, c'est un sujet à part entière. Il faut. Ah ça, je pense qu'il est vraiment, intéressant. Il serait intéressant déjà de débattre dessus, hein, parce que parfois nous aussi, nous ne participons pas au débat sur, la profession, sur les professions dans le domaine de la littérature. J'ai l'impression que nous sommes un peu passifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la table des décideurs de quelles sont les, les tendances. Est-ce qu'on a un impact sur cette tendance-là? Est-ce que nous, on peut avoir nos propres réflexions? Est-ce qu'on est obligé d'attendre que les autres réfléchissent pour dire c'est bien ou c'est pas bien? Donc, est-ce que nous aussi, nous sommes créatifs, innovateurs? Donc, moi, je pense qu'il faudrait aussi créer des espaces entre nous où on peut discuter de ces choses-là. Et là, tu me donnes une idée, pourquoi pas un jour, toi, moi, Agnès et bien d'autres qui ont différentes approches, de réfléchir sur toutes ces questions-là ensemble. Dans quelle forme, sous quel format, j'ai aucune idée, mais je trouve que ce serait toujours enrichissant. On l'a fait et il faut qu'on continue de le faire. Moi, je suis totalement Mhm, ouvert dans des espaces un peu plus qu'on maîtrise un peu mieux, mais mhm, voilà, ça de toute façon, le numérique nous autorise à ça. Après, c'est toujours la même chose. Comment on arrive à ramener les personnes, les acteurs? Parce mhm, que pour avoir organisé des tables rondes avec Aminata Job Johnson sur le salon du livre, voilà. euh, on voit très bien, parfois, on fait venir des personnes qui sont censées pousser les éditeurs et ainsi de suite. mhm. Tu demandes aux éditeurs de venir assister, ils sont derrière, hein. Ils Waouh. comprennent pas les enjeux. Donc, ça, je parle des éditeurs locaux africains, tu vois. Donc, Mhm, mhm, alors que toi, tu te bats pour qu'ils les mettent en contact avec quelqu'un qui va les aider à faire diffuser vers le nord ou qui va numériser ou truc.
Mais si les gens ne sont pas formés, et trucs, donc C'est compliqué, hein? c'est compliqué. C'est compliqué. Alors et ainsi, là, on va vraiment devoir, terminer notre échange. Hem, Est-ce qu'un jour tu comptes écrire un livre? Ça, j'ai toujours eu envie de te demander ça parce qu'avec pour moi, le meilleur écrivain, c'est celui qui lit, hein. Donc bon, c'est un peu carré, un peu bête, banal ce que je dis, mais j'ai l'impression que plus on lit, plus on est façonné pour écrire. Est-ce que tu vas nous écrire un roman un jour? Bon, là, tu me déçois, hein. Pourquoi? C'est une question qu'on t'a posée Non, déjà 50 000 fois. mais oui, c'est la question qu'on me pose toujours, hein, tu sais: Je sais, pourquoi tu moi écris pas tes aussi, pourquoi tu moi écris pas tes aussi. mais je dis: «Mais» j'ai écrit une nouvelle, hein, et je pense qu'il y a des choses, il y a de la matière, tu vois? Oui. Mais bon, si je le fais, ça veut dire que je sors de mon périmètre, tu vois? Je Hein, sors hein. dans le truc. C'est-à-dire à un Ouais. moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui prennent sur eux et qui disent: «Moi, je vais parler des autres», tu vois? Et puis, en parlant des autres, je parle de moi aussi, puisque ma manière de raconter de faire une critique, je parle beaucoup de moi dedans. Je parle de Absolument, mon rapport à la absolument. j'estime que l'ensemble de mes chroniques, quelqu'un qui les lit, comprend pas qui je suis, il comprendra Oui, quelle est ma philosophie de vie, il c'est comprendra vrai. que je sais écrire, que je sais Mmh. raconter mes lectures et pour te dire, j'étais sur un projet. J'étais sur un projet de beaux livres. J'étais avec des partenaires qui en avaient commencé à écrire le truc. Donc, c'était un assemblage de critiques, et vraiment un très beau projet. Bon, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du truc parce que j'étais tenu en otage un peu par les personnes avec qui je travaillais. Je supporte pas ça. Je dis, bon, on fera ça autrement. Mais j'estime que le livre en ligne de mon histoire de lecteur, c'est mon blog. J'ai fait exprès de te poser la question. J'ai dit: «Je peux pas moi, je peux pas me priver de ça» parce que moi, on me la pose à chaque fois. Je dis: «Ben, écoute, je vais renvoyer la balle à Réassi et je vais voir ce qu'il va Et répondre». tu sais que les Donc Allemands proposent, il y a une plateforme allemande qui proposait des reconversions, c'est-à-dire à partir de tout ton contenu de blog, il pouvait faire un donner faire livre. un livre. Il Mmh suffit mh. que je corrige tout ça, que je mette en forme, Mmh. tout ça, truc, le livre Mmh. sort. Ouais, ouais, voilà. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller comme lecture pour les prochains jours? Ou alors, est-ce que, tu as des projets dont tu voudrais, rapidement parler, qu'on aille regarder sur les différents sites? Rappelle-nous aussi tes différents sites pour que les auditeurs, aillent s'abonner, aillent regarder, aillent suivre. Alors je parlerai principalement des sites Chroniques littéraires africaines, vraiment abonnez-vous, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, bon, il y a c'est quand même déjà plus d'une centaine d'articles avec, même bon, ouais, on est largement au-dessus des 100 articles avec une quinzaine de contributeurs. Si vous avez même envie, vous êtes tenté d'écrire, de partager, c'est un espace qui est beau. Heu, voilà, donnez-nous de la force en parlant de chroniques littéraires africaines sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Vraiment, donnez-nous de la force par rapport à ça. Les lectures de Gangoueus qui vont reprendre, donc ça, c'est vraiment le kiff parce que, ça fait 2 ans, ça me manquait. Et puis avec, Guy Padja, on reprend le taf. Donc voilà, donnez-nous aussi la force par rapport à ça. Même si l'émission elle est installée, hein, donc bon après, j'irai pas courir après les gens, tu vois? Mais voilà, lecture de Gangoueus sur Sud Plateau TV. Et puis bon, chez Gangoueus, ben, c'est la maison quoi, donc vous avez envie de découvrir, des auteurs, vous allez, il y a plusieurs manières de consulter. Vous avez l'historique, tout ça. Voilà. Mmh. J'ai pas c'est difficile de présenter des auteurs pour la rentrée. J'ai lu beaucoup de poésie, donc si je suis un peu je reprends la lecture du roman. Il faut dire que le confinement a eu un peu beaucoup d'impact sur en moi en tant que lecteur. J'ai lu beaucoup de poésie, donc c'est plutôt des poètes que je vais vous conseiller, donc bon. Oui, volontiers, hein? Ah, je pense à Esther Doko. C'est Mmh. une poétesse, béninoise. Voilà, elle a écrit 2 recueils qui sont disponibles, publiés au Bénin, mais qui sont disponibles en format numérique, Par la sueur de mon suaire
C'est vraiment un recueil de poésie qui est magnifique. Je pense à Cheryl Itanda, qui est un auteur gabonais, poète gabonais, engagé, politique, que j'aime beaucoup. Ou à Nimrod, qui a eu le prix Apollinaire 2020, avec Il était une fois la Petit éloge de la lumière nature aux éditions Obsidiane. Donc voilà, ça c'est les personnes auxquelles je pense actuellement. Je vous conseille le Souleymane Diamanka. Ouais, ouais. Je ne l'ai pas encore lu celui-là. Ça, c'est sur ma pile à lire. C'est Oui. Alain qui a fait vraiment un truc Et magnifique d'amener ce slammer oui. à mettre à partager par écrit sa poésie. Et franchement, Mhm, alors c'est nulle part, originaire de nulle part, habitant de partout, je crois, aux mhm, collections poésie de Point Poésie. C'est mhm. magnifique. Donc, Ah ouais. Bah, ça me motive à le déplacer un peu plus vers le ouais, haut de ça ma peut pile être à bien. lire, hein. Ça peut être bien. Je pense que je vais peut-être, j'ai bien envie de l'inviter. Et est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais voir sur ce podcast ou alors écouter sur ce podcast? Oh, oui, bien sûr, il y a plein de personnes, mais là, tu me mets en porte-à-faux. Moi, je te dis Guy Padja parce que c'est un acteur culturel, c'est des gens rares, en fait. C'est des gens Mhm, discrets. Alors, il fait pas que de la littérature. Moi, il me donne la parole en tant qu'acteur de la littérature. Donc, si tu veux quelqu'un de purement mhm. littéraire, lui, il est Non, dans pas l'industrie nécessairement, créative, pas tu vois. Et nécessairement. je trouve que c'est Oui. c'est quelqu'un de passionnant et de très discret je sais pas s'il sera à l'aise avec l'exercice, mais je trouve que On verra bien. Je ne perds rien en lui demandant. Je vais ouais. l'inviter. S'il dit non, bah, il aura dit non. Je vais l'accepter comme ça. Mais j'espère qu'il dira oui. Et je te ferai tout pour qu'il dise oui. Je vais utiliser de mon charme, tout ce que Bon, tu veux. ça va aller. Je ferai tout. Oui. Merci, merci, merci Gangouz pour cet échange très intéressant et j'ai envie de le continuer, mais malheureusement, comme tu le sais, le format nous impose une certaine longueur et il ne faut pas non plus que je bouffe tout ton samedi parce que je rappelle aux éditeurs qu'il a bien voulu offrir son temps un samedi alors qu'il aurait pu le passer avec sa famille tranquillement en lisant un bon livre. Merci beaucoup. Merci d'avoir C'est moi qui accepté te l'invitation. remercie. Je salue tous tes auditeurs et auditrices et auditeurs. Merci beaucoup pour cette possibilité d'échanger. Voilà, je mettrai dans la description de l'épisode tous les liens des pages et des plateformes de Gangouz. Donc, vous pouvez aller dans la description de l'épisode, vous cliquez sur le lien et vous serez redirigé directement sur ces pages-là. À bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.